Bonjour à tous, bienvenue sur le live du projet Live Prometheus. C'est un projet qui vise à la conservation des raies et des requins en Méditerranée française. C'est un projet international dont l'OP Satoan en France est partenaire. L'enjeu principal du projet, c'est la caractérisation et la réduction des prises accidentelles d'élasmobranches dans les pêcheries susceptibles d'en capturer, au travers du test de dispositifs de réduction, au travers de promouvoir des pratiques de pêche durable et également via la sensibilisation des pêcheurs et du grand public à ces enjeux. Du coup, ce Shark Talk fait partie d'une série d'épisodes où on va interviewer des experts sur différents sujets liés au projet Live Prometheus. Et aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre ces espèces souvent mal connues grâce à la présence de Joanne Mourier, qui est donc spécialiste du comportement des requins, qui est un écologue comportemental marin, maître de conférence à l'université de Montpellier et dont les recherches, si je ne me trompe pas, portent sur le comportement, la dynamique des populations et les interactions sociales de requins. C'est ça. Joanne, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots en introduction. Oui, voilà, moi ça fait à peu près 15 ans que je travaille sur les requins en général. J'ai parcouru un peu le monde, notamment pas mal sous les tropiques, vers la Polynésie, en Australie et puis aussi en Méditerranée. Donc j'ai étudié pas mal d'espèces de requins et de raies. Merci. Alors, du coup, la première question qu'on avait à te poser, Joanne, c'était est-ce que tu pouvais nous donner un petit aperçu de la communauté des raies et des requins en Méditerranée, sur les côtes françaises surtout, et les principales menaces auxquelles ils peuvent faire face? Alors, on a à peu près, on va dire, une quarantaine d'espèces de requins qui sont présentes en Méditerranée, avec à peu près 30-35 espèces de raies aussi. Et globalement, c'est des espèces qui sont. Il y a pas mal d'espèces en tout cas qui sont assez inféodées à la Méditerranée. Alors, on a une très grande diversité parce qu'on va avoir des espèces de profondeur, donc qu'on va capturer avec des engins plutôt profonds. Après, on va avoir des espèces beaucoup plus côtières. Il y a toutes les espèces de raies notamment qui peuvent être côtières. Et puis on a des espèces, ça va du requin peau bleue qu'on voit très souvent et notamment en été, on voit souvent dans les médias, hein. Vous pouvez voir des observations sur le long des plages, notamment proche des plages. Alors pas de risque, hein, il n'y a jamais eu d'incident à ce jour avec ces espèces, mais ils se rapprochent en tout cas des côtes, notamment pour la reproduction à ces périodes-là. Et on peut avoir aussi du grand requin blanc, notamment, qui est présent en Méditerranée. Il y a une population spécifique à la Méditerranée. Alors c'est une espèce qui est très menacée, notamment en Méditerranée, donc on a du mal à les étudier. Et il y a même des expéditions qui ont été menées pour cette espèce, et on n'a jamais réussi vraiment à pouvoir accéder à ces individus. Mais de temps en temps, on observe des observations, même le long de nos côtes, d'individus qui sont plutôt de passage. Ça me fait penser à une question, est-ce que les espèces de grand fond, de grande profondeur, sont plus vulnérables que des espèces pélagiques ou pas? En fait, ça dépend. Alors, plus vulnérables dans un sens, oui, parce que finalement, elles sont beaucoup plus lentes dans leur renouvellement de population, Ouais. notamment. Donc, elles sont moins vulnérables dans le sens où on va moins avoir d'interaction avec elles. Ouais. Mais dès qu'on va commencer à s'intéresser à ces stocks, ils vont être beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus rapidement. C'est des espèces qui grandissent très lentement en général, qui s'adaptent, qui ont une adaptation en fait sans risque à la Ouais. base. Donc dès qu'on va amener un risque, elles vont avoir du mal en gros à se renouveler. Ouais, je comprends. On a des espèces aussi qui sont notamment vulnérables, on va dire, aux chaluts. Ouais. Donc toutes les espèces qui sont sur le sable, certaines ont quasiment disparu, hein. C'est le cas notamment de l'ange de mer, de la raie guitare notamment, qui ont certainement un peu disparu. Alors il y a encore certaines zones, alors, par exemple sur la Corse, on a encore de l'ange de mer, parce que en fait c'est encore des petits métiers qui sont là-bas et du coup il y a beaucoup moins de chalutage. Mais on voit comme ça qu'ils réapparaissent, notamment j'ai une étudiante en Espagne qui travaille sur les raies guitares, Ouais. et on voit des spots comme ça qui réapparaissent, des résurgences en gros de cette espèce qui avait
soi-disant disparus de la zone. Et ça peut être lié au réchauffement climatique ou... Moi, je pense que c'est plutôt de la protection. Petit à petit, on fait un peu plus attention, même si on a encore de l'exploitation, on fait un peu plus attention voilà, au bycatch, enfin, aux prises accessoires, à essayer d'avoir moins d'impact sur les animaux tout en continuant une exploitation quand même durable. Ouais. Et du coup, ça fait les animaux tout de suite, ils ont plus de facilité à se renouveler. Donc on voit des choses qu'on voit aussi en milieu terrestre, hein, avec dès qu'on met un peu de protection, la nature reprend un peu son aise et du coup on peut facilement en tout cas revoir réapparaître des populations qui avaient disparu. Ok, merci. C'est un peu sorti j'ai un peu sorti des questions que j'avais notées. Notre autre question, c'était de savoir est-ce que, comme ils sont souvent perçus comme des animaux solitaires et discrets, qui s'évitent, contrairement à d'autres qui vont plutôt avoir tendance à former des communautés, est-ce que ça correspond réellement à leur mode de vie? Est-ce qu'ils sont vraiment solitaires? En fait, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus sociaux qu'on le pensait. Moi, ça fait partie de mes travaux de thèse, notamment, où j'ai pu montrer que une population de requins de récif, en fait, était capable de former des associations non aléatoires. En gros, sur un même espace, ils se partagent l'espace en espèce de communauté de... Alors, il ne faut pas voir ça comme une socialité très complexe, mais c'est plutôt quelque chose de primitif. Mais ils y trouvent en fait des avantages, notamment on pense que c'est pour éviter les conflits. Okay. Donc ils vont choisir des individus qu'ils connaissent, en gros par familiarité, ils vont limiter les conflits. Et puis aussi pour trouver la nourriture, ils utilisent ce qu'on appelle l'information sociale. Donc pour rechercher de la nourriture, il peut y avoir des comportements collectifs de recherche de nourriture. Ouais. Et aussi pour éviter des menaces, notamment même avec la pêche. On s'aperçoit souvent quand on essaie de capturer un requin qu'une fois qu'on en attrape 3, en général tous les autres sont encore ici mais vont plus du tout mordre et il faut changer de site pour en attraper d'autres. Ouais, un peu et donc ils apprennent en regardant l'information sociale. Ok. Est-ce que le fait d'observer leur comportement des raies et des requins, ça peut permettre de contribuer à leur conservation et aussi à une meilleure sensibilisation du public? Quelles sont finalement les limites et les risques à trop essayer d'aller interagir avec ces espèces-là dans le cadre de leur conservation, mais avec cette idée de sensibiliser le grand public? Ça, il faut trouver un juste milieu en fait. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est tout ce qui est sciences participatives aussi. Ouais. Ça permet d'impliquer le public, de se renseigner tout d'abord sur ces espèces, et puis de les impliquer dans de la collecte de données. Donc ça veut dire qu'on va mettre une dynamique. Et en plus, nous, scientifiques, ça nous permet de récolter des données à grande échelle. Et puis, après, il faut trouver comme un juste milieu parce que, par exemple, en Polynésie, on s'est aperçu que quand il y avait trop de médiatisation, des fois, ça va avoir un effet un peu délétère parce que trop de public va vouloir venir, touristes, venir voir les espèces. Et ça peut créer un peu des problématiques de dérangement des espèces. Ouais. Mais globalement, si on trouve le juste milieu, pareil, souvent il y a des pratiques de nourrissage pour les appâter. Ça peut être, si c'est fait de manière intelligente, ça peut être bien, mais il faut quand même trouver. Et puis il faut qu'il y ait on va dire un message qui soit passé de vulgarisation, de transfert de l'information vers le public pour que ça fonctionne. C'est vrai que nous, on a une application de sciences participatives pour les pêcheurs et puis il y a d'autres organismes notamment qui travaillent sur les cétacés, etc. Et je sais que souvent l'information elle est restituée avec un peu de décalage ou pas forcément une position très précise d'observation justement pour éviter ce phénomène d'agrégation pour les chasseurs de cétacés qui peuvent avoir des touristes. Mais c'est vrai que les pêcheurs sont aussi les premiers observateurs en mer, donc ils peuvent participer et souvent ils aiment participer et avoir le retour de l'information aussi. C'est vrai, ils aiment beaucoup et ils font aussi pas mal de photos, de vidéos, ils sont assez friands de ça, c'est vrai. Au cours de vos recherches, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou marqué sur le comportement ou la biologie des requins? Il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord la diversité des requins, parce qu'en fait, on voit toujours les mêmes requins dans les médias, les mêmes espèces. Et en fait, on est quand même à plus de 500 espèces de requins qui vivent dans tous les habitats. Il y en a qui sont dans les pôles. On a même d'ailleurs découvert récemment dans le pôle sud. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas trouvé. Et, des nouvelles espèces? Non, des espèces qui existaient, mais on n'avait jamais réussi à avoir de requins aussi au sud, en tout cas. Ouais.
Et après, il y en a dans tout, en profondeur, sous les tropiques, en milieu tempéré. Donc il y en a vraiment de partout, même il y en a qui vivent dans certaines rivières. Ouais. Donc c'est vraiment une diversité. Et puis moi, il y a le comportement qui me surprend toujours, c'est voilà, de savoir qu'ils sont capables de former des associations, d'avoir des liens sociaux. Même le grand requin blanc, on leur avait posé des caméras embarquées avec des émetteurs. En fait, on s'aperçoit même si c'est des animaux solitaires, ils sont capables d'avoir pendant quelques heures chasser ensemble pour améliorer en fait leur chance d'attraper une proie ou en tout cas d'apprendre de l'autre. Donc c'est assez c'est des comportements assez complexes. Est-ce qu'il y a des associations interespèces? Alors oui, on a trouvé ça. Alors par exemple en Polynésie, on a remarqué que les requins gris de récif en fait suivaient les requins pointe blanche de corail. Donc ça les requins corail en fait sont capables d'aller fouiner sous les patates de coraux pendant la nuit et débusquer du coup des proies qui sont cachées sous le corail, alors que le requin gris n'est pas capable de le faire. On s'est aperçu qu'ils le suivaient et ils viennent en fait leur chipper la proie. Donc ils ont à la fois un meilleur accès à la nourriture et une plus grande diversité de proies à laquelle ils ont accès. Donc voilà, il y a des choses qui se développent comme ça et que si on fait pas vraiment attention, on les voit pas. Alors que petit à petit, en les étudiant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de trucs. On s'aperçoit même notamment en regardant dans les aquariums qu'ils sont capables de jouer. Donc ils ont montré récemment dans les aquariums américains que avec une espèce de cerceau en fait, qu'ils avaient mis dans les bassins, les requins se mettaient à jouer avec. D'accord. Alors que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. C'est assez unique. Ok. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le live, je ne sais pas si on en a eu. Là, je ne vois pas. Après, j'avais quelques questions supplémentaires. Je me demandais, justement, on parlait un peu du réchauffement climatique tout à l'heure. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'impact du réchauffement climatique, au moins sur les espèces de Méditerranée? Et est-ce qu'on fait des prévisions à long terme? Voilà, est-ce qu'il y a des espèces plus sensibles que d'autres, espèces de fond, plutôt espèces pélagiques? Alors en Méditerranée, c'est vrai que c'est un peu complexe parce qu'on est sur une mer quasi fermée. Donc en fait, les espèces vont être un peu coincées. Ouais. Ce qu'on voit dans d'autres océans plus ouverts, en Atlantique, même dans le Pacifique, c'est qu'on commence à voir en fait des espèces qui vont changer un peu leur distribution. Ouais, vont s'adapter. Même sur les zones de reproduction, en fait, elles vont se déplacer. Où il y en a même, par exemple, le requin bulldog va dans certaines zones arrêter ses migrations de reproduction. Parce qu'en fait, il n'a plus besoin d'aller dans les zones chaudes, puisqu'elles sont déjà chaudes là où il vit. On voit des espèces qui étendent leur espace vital. Mais en Méditerranée, c'est vrai qu'on a peu d'informations encore là-dessus. Alors est-ce qu'en effet, on est de plus en plus enclin à avoir des vagues de chaleur notamment? Je pense que les premiers comportements, ça va être certaines espèces qui vont aller plutôt vers les profondeurs quand il y a des vagues de chaleur. Ouais. Donc est-ce qu'on va avoir des refuges un peu plus profonds parce qu'on a quand même des grandes profondeurs en Méditerranée, donc on peut avoir ce comportement. Ou des espèces qui petit à petit, de toute façon, vont plus être capables de s'adapter. Donc on va avoir, je pense, des espèces qu'on voit plus dans l'est de la Méditerranée qui sont déjà un peu tropicales, qui vont venir un peu plus vers nos côtes. Et on le voit déjà, par exemple le requin gris, qui commence un petit peu à être observé de plus en plus du côté ouest de la Méditerranée. Donc je pense que c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, et puis certaines espèces qui vont peut-être partir vers l'Atlantique à terme. Sortir. Mais ça, c'est vrai que pour l'instant, on a du mal déjà parce qu'il y a finalement peu d'études sur les requins finalement en Méditerranée, donc on n'a pas encore ce recul par rapport à d'autres sites. Bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais selon toi, quel est le rôle des pêcheurs concrètement dans la conservation des raies et des requins? On en a déjà brossé quelques... Oui, pour moi, c'est les premiers observateurs parce qu'ils sont directement en contact avec ces espèces. Donc finalement, parce que même nous, scientifiques, on n'y est pas tous les jours sur le terrain, donc on n'a pas cette observation. Donc eux, ils sont tous les jours sur le terrain, ils peuvent voir des choses de manière précoce. Et l'intérêt, c'est qu'ils peuvent relayer aussi cette information. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir justement un peu plus les intégrer dans nos études. Pas simplement aller prendre la donnée qui arrive qui viennent d'eux, mais aussi de les sensibiliser parce qu'ils sont toujours preneurs de nouvelles pratiques justement pour améliorer
limiter leur prise accessoire, parce que Ouais. ce qu'il faut voir, c'est que la capture de requin, en général, c'est pas un avantage pour eux, c'est plutôt quelque chose qu'ils vont éviter, parce que le requin n'est pas une espèce, en tout cas très valorisable. Non. Ouais. Donc en général, on essaie plutôt de les éviter, Ouais. sachant qu'en plus, il y a de plus en plus d'espèces qui sont vulnérables, donc Ouais. on va plutôt essayer de les éviter, mais c'est pas évident, on a du mal à trouver des solutions qui permettent de continuer à capturer les espèces commerciales et puis à éviter de capturer ces espèces un peu plus sensibles. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est vrai qu'au-delà des enjeux de conservation, ben, il faut aussi arriver à ce que les pêcheurs qui mettent en place, je pense, des bonnes pratiques, qui participent à des projets scientifiques, etc., il faut qu'ils puissent aussi le valoriser, eux, dans leur activité, notamment quand ils, bah justement, ces espèces-là, quand ils les remettent à l'eau, ils vont pas les commercialiser parce qu'effectivement, il n'y a pas d'intérêt économique. Et puis bon, s'ils sont un minimum sensibilisés à la conservation, il n'y a pas d'intérêt à les garder à bord. Donc nous, c'est qu'on essaye de trouver des manières de promouvoir leur action pour qu'ils soient un petit peu valorisés en fait, auprès du grand public, positivement en fait, voilà, et pas négativement, comme ça peut être le cas sur d'autres sujets. C'est ça, et puis de les impliquer du coup. Et puis nous, c'est important aussi en tant que scientifique de leur ramener un retour d'information, pas simplement de prendre de l'information, mais aussi de ramener un retour d'information pour qu'eux, ils adaptent aussi un exemple tout simple, hein, ça peut être une zone qui est propice aux captures accidentelles. Sinon, on leur donne l'information que s'ils déplacent un petit peu leur zone de pêche de quelques kilomètres, s'il faut, ça peut des fois suffire à éviter, à limiter en tout cas les captures accidentelles, sans que leur capture de pêche classique soit affectée. Alors ça marche pas toujours, mais en tout cas, ça peut être des informations comme ça qu'il faut qu'on partage et qu'on discute avec eux aussi pour pouvoir limiter. C'est compliqué en Méditerranée, il y a peu d'études quand même sur les zones fonctionnelles des requins, donc c'est difficile de savoir. Et le golfe du Lion, par exemple, c'est quand même un espace assez petit. Donc est-ce qu'au sein d'un espace si petit, il y a déjà des zones, tu penses, de plus forte concentration que d'autres? C'est ce qu'on essaie de chercher peut-être avec l'ADN environnemental. Voilà, avec l'ADN environnemental, on commence à se rendre compte qu'il y a des hotspots un peu, en tout cas on va dire plus sur les espèces benthiques, donc qui vivent au fond, donc notamment les raies, ou les roussettes, ou des requins qui vont être plus sur le fond. Donc ça va être plutôt du côté, on va dire, de la côte rocheuse, côté frontière espagnole, là, vers Bagnols et tout, là, et puis vers la Corse aussi. Et en fait, ce qui est compliqué en fait, sur les autres espèces qui vont être un peu plus pélagiques en plein eau, c'est que c'est dynamique, donc c'est saisonnier. Donc par exemple les peaux bleues, c'est un exemple où en gros c'est assez saisonnier, donc on peut le prédire, ça veut dire mais en général c'est aussi les saisons de pêche des autres espèces qui sont plus commerciales, donc c'est la difficulté, c'est que comme c'est dynamique, on ne peut pas toujours prédire. Sur certaines espèces, on pourrait, hein, ça veut dire que telle zone, on pourrait essayer de l'interdire à la pêche si en tout cas ça n'impacte pas non plus les activités économiques. C'est toujours trouver un peu le. C'est ça. Puis c'est sûr que si on a des espèces avec une forte mouvance, c'est sûr que c'est compliqué. C'est ça, le peau bleu, c'est vrai que c'est un animal qui bouge beaucoup, donc il peut faire en tout cas migrer sur des grandes distances en Méditerranée, sur quasiment toute la Méditerranée. Donc c'est assez compliqué de le. Et en plus, j'imagine qu'il y a des différences entre des individus juvéniles et puis des individus adultes. Il y a une différence au niveau des stades de vie aussi, donc qui ont des schémas de déplacement qui sont différents. Et puis c'est un milieu en 3 dimensions aussi. Donc c'est pareil aussi, on peut réfléchir à des choses sur l'aspect vertical, donc en limitant peut-être certaines zones, des profondeurs en tout cas d'exploitation. Alors, par exemple, j'ai fait partie d'une étude internationale où on a récolté toutes les données de balises satellites qui permettent d'avoir les profils verticaux des espèces de requins. Et on regardait en fait simplement sur l'ensemble des données quelles étaient les profondeurs minimales, maximales et moyennes en gros de chaque espèce. Et on s'aperçoit comme ça que sur certaines espèces, en tout cas, on peut prédire, prédire les zones de vulnérabilité de ces espèces. Et regarder si justement les pêcheries, si elles changeaient de quelques dizaines de mètres des fois leur activité de pêche, ça peut aussi limiter les captures. Et ça n'existe pas spécifiquement à la Méditerranée. Il n'y a pas vraiment d'études peut-être spécifiques En Méditerranée, il y en a
Il y a quelques études plus, on va dire, justement sur les peaux bleues, mais en fait, c'est limité à certaines espèces. On n'a pas encore cette diversité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces espèces, souvent, elles ont des migrations aussi verticales journalières. Oui. Oui. Donc en fait, elles vont faire des plongées la nuit ou au contraire remonter la nuit. Ça dépend des espèces. Donc on peut avoir des fonctionnements inversés entre les espèces et c'est ce qui rend difficile en fait si on veut regarder de manière globale, c'est compliqué en fait d'avoir une vue complète. Et aussi ce qui s'est passé récemment, c'est l'UICN pardon, qui a du coup mis en place une surveillance internationale sur l'identification de zones d'intérêt pour les élasmobranches, pour les requins et les raies. Donc ils sont passés en Méditerranée et on a en fait tous les experts ont cartographié les zones sous différents critères, notamment de reproduction, de zones d'alimentation, de zones de préférence, et mis en place en fait cartographier simplement toutes les zones d'intérêt. Ça ne veut pas dire de les protéger, mais ça permet d'avoir un support. On va dire si on veut étendre par exemple des aires marines protégées ou des zones de protection, on sait que ces zones en tout cas, même en plus si elles se recoupent un peu entre plusieurs espèces, ça peut être des hotspots à protéger et ça permet d'avoir des données comme ça qui n'avaient jamais été faites à cette échelle-là. Okay. Et maintenant ça se fait, ils sont en train de quasiment finir le tour du monde sur ces espèces, donc on va avoir une cartographie mondiale des zones les plus d'intérêt et qui ont été prouvées scientifiquement. Okay. C'est quelque chose qui va continuer, mais oui, qui sera alimenté au fur et à mesure. Et ça, on peut s'aider de ce type de données en fait pour adapter nos pratiques de pêche, pour essayer de limiter justement les. Ouais. Ok. Et du coup, je me demandais, alors peut-être que tu n'as pas eu l'occasion en Méditerranée, je sais pas si tu as beaucoup travaillé avec les pêcheurs, mais je me demandais si tu avais un peu une success story peut-être de tes travaux à l'étranger sur une cohabitation entre pêcheurs et un enjeu comme ça de préservation d'une espèce en particulier ou en Corse notamment, sur les anges de mer, ils sont vraiment très impliqués. Donc en plus on utilise leurs savoirs locaux, ancestraux, pour aussi revenir en arrière historiquement, pour comprendre un peu ces espèces, je sais pas, il y a 50 ans, 100 ans, où elles étaient là, est-ce qu'elles étaient là, est-ce qu'il y a plusieurs espèces ou pas, est-ce qu'ils les capturaient en nombre ou pas, est-ce que les stocks selon eux ont diminué ou augmenté. Donc ça nous aide sur des espèces qui sont assez cryptiques et assez vulnérables à avoir un peu cette information. Et puis eux, pareil, ils ont participé à des marquages, donc ça les implique aussi dedans, donc ils les retrouvent, c'est-à-dire qu'ils les recapturent. Donc ils rentrent un peu dans l'histoire du projet et ils sont impliqués, et du coup sur des espèces comme ça qu'ils ont aussi envie de protéger parce qu'ils ont envie de continuer à les voir. Ça fait partie en gros de leur culture. C'est des espèces qu'ils sont habitués à voir, donc ils ont envie de les garder, les conserver aussi, tout en gardant leur activité bien sûr. Mais donc je pense qu'ils ont envie d'être actifs, d'être proactifs là-dessus et de trouver des solutions, bien sûr tout en gardant leur activité. Donc il faut trouver le juste milieu. Oui, je pense que c'est aussi l'objet du Live Prometheus, c'est de travailler sur ces sujets-là tout en prenant en compte l'enjeu quand même économique de l'entreprise du pêcheur. Donc ça, c'est. Alors voilà, il y a la capture aussi, et puis donc c'est essayer de limiter les captures, mais une fois aussi si on ne peut pas les limiter ou les éviter, on peut aussi améliorer leur espérance de vie quand on les relâche. Donc il y a des méthodes aussi justement pour essayer de limiter le stress. C'est souvent le problème, c'est que c'est le stress de la capture qui peut a posteriori augmenter la mortalité des espèces. Et du coup, surtout sur certaines espèces qui sont très sensibles à ça. Et du coup, c'est essayer en termes d'éthique animale, essayer de les libérer avec le plus de chances possible de survie. Oui, tout à fait. Et peut-être une dernière question. Alors, s'il y a des questions dans le chat. Alors, il y a quelqu'un qui demande quels sont les habitats et les zones de répartition du diable de mer dans le golfe du Lion. Et même question pour le requin peau bleue. Alors, c'est assez complexe parce que c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est des espèces qui vont pas mal bouger en fonction de la saison. Donc en gros, le diable de mer, on sait que notamment ils ont des zones
agrégations qui, surtout en été, qui vont être autour des Baléares, autour de la Corse. Donc ça, on les voit souvent. Mais on a eu aussi, c'était même l'été dernier, hein, un diable de mer qui est rentré dans les Tantos. On a eu pas mal d'ailleurs assez bizarre, on a eu pas mal d'échouages l'été dernier hein, sur nos côtes ici. Donc ça aussi c'est quelque chose à voir sur à quoi c'est dû, est-ce que ça va se répéter ou pas. Donc certainement lié aux vagues de chaleur ou des choses comme ça qui vont désorienter les animaux. Pareil les peaux bleues ça dépend en fait du stade de vie donc, et de la saison. Donc souvent on a une période où ils passent sur le golfe du Lion plutôt en été, puis après ils vont partir un peu plus le long de l'Italie, de la Corse, et puis après en fait ils font une espèce de boucle. Donc c'est assez dynamique, c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Ouais, il y a plein de paramètres, j'imagine, à prendre en compte. Et après, il y avait une deuxième question, c'est où sont accessibles ces cartographies de l'IUCN que tu mentionnais sur les zones d'intérêt des élasmos branches? Alors ça, on peut le retrouver en ligne, vous tapez ISRA, ISRA, avec l'IUCN, et vous allez trouver sur une cartographie qui est bien faite, qui est interactive, donc on peut voir toutes les zones. Donc en tout cas, il y a certaines zones qui ne sont pas encore documentées, parce qu'en fait, ça se fait sous forme de réunions entre experts et en fait ils se déplacent de région en région. Ça a déjà eu lieu en Méditerranée, donc ça vous y avez en libre accès et vous pouvez voir toutes les zones et après les cliquer sur telle zone. C'est relié généralement soit à une espèce ou à plusieurs espèces et puis avec les critères qui les qualifient. Donc c'est selon certains critères vous allez voir en fonction de la reproduction, des zones d'alimentation, si c'est des espèces qui sont plutôt menacées ou pas, des choses comme ça. Et du coup, peut-être pour finir, donc on sait que bon, sur ces espèces-là, il y a la plaque de la pêche, mais il n'y a pas que. Bon, il y a les changements climatiques, il y a sûrement le tourisme, le transport maritime, j'imagine, enfin tous les autres usages en mer finalement. Et ma question, c'est comment est-ce que une personne lambda, un consommateur lambda ou un touriste peut finalement, à son échelle, participer à la conservation des élasmobranches? Est-ce que ça passe par le soutien à un projet ou un changement de ses pratiques de consommation ou de tourisme? Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lesquels... c'est un peu de tout ça. Ça veut dire déjà se renseigner, oui, voilà, être curieux et puis essayer d'avoir des bonnes informations sur ces espèces. C'est aussi, après oui, ça peut être en termes de consommation aussi, de changer ses pratiques de consommation, aller vers de la pêche aussi, des produits de la pêche un peu plus durables. Ça peut être de participer à des sciences participatives qui vous permettent aussi de contribuer à de la collecte de données, du suivi. Et puis d'en discuter autour de soi ou même certaines associations. Là vous avez en Méditerranée l'association Aileron qui participe un peu à ce type de sensibilisation, mais aussi de collecte de données, et notamment ils travaillent sur les diables de mer, donc ils ont des projets comme ça. Donc ça permet de contribuer à sa manière, à son échelle, à divulguer de l'information aussi qui est bonne. Donc c'est plutôt que de voir toujours ces espèces comme potentiellement des espèces dangereuses ou des espèces nuisibles. Ça peut... J'ai l'impression quand même ça change un petit peu, non? Ça change un petit peu, ça change un petit peu. Il y a de plus en plus, on s'y intéresse de plus en plus. Il faut voir en fait que les recherches sur les requins sont assez tardives par rapport à d'autres espèces. Donc en fait, on est un peu en retard là-dessus. Donc maintenant, c'est un peu plus entre guillemets à la mode. On les étudie un peu plus et puis nous scientifiques, on participe un peu plus à faire justement du transfert d'informations au grand public. Donc les gens s'y intéressent beaucoup plus aussi. Et de montrer justement un peu, simplement, pas que montrer que les espèces qui sont potentiellement, en tout cas, dangereuses pour l'homme, c'est aussi toute cette diversité, tout ce qu'on a autour de nous. La plupart des gens ne savent pas qu'on a pas mal de requins, finalement une quarantaine d'espèces en Méditerranée. Et alors c'est vrai qu'on les voit pas souvent, donc c'est même le requin peau bleue qu'on voit quand même régulièrement, mais je sais que moi chaque année, les médias me contactent pour me dire est-ce que c'est normal qu'il y ait des requins peau bleus. En fait, je leur dis mais regardez vos archives. Tous les ans, vous avez des peaux bleues, c'est normal, ça fait partie de leur cycle. C'est vrai, c'est assez étonnant ça. Donc petit à petit, ça rentre un peu dans les mœurs, mais c'est vrai que le grand public n'est pas toujours au courant de ce qu'il peut y avoir. Pour conclure, du coup, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu sur quoi tu travailles en ce moment?
Peut-être un petit aperçu de tes travaux, tes recherches en cours. Voilà, donc c'est assez large hein, parce que je continue des travaux que j'avais, enfin de l'analyse de données que j'avais plutôt quand j'étais sur la Polynésie. Pareil sur les comportements un peu des requins. Ouais. Mais là, récemment, du coup, sur la Méditerranée, on marque notamment des raies avec des puces électroniques pour comprendre justement leur déplacement. C'est des marques. Ah oui, c'est des marques télémétriques. De télémétrie ouais. acoustique. Donc sur des raies, on a fait la même chose sur les anges de mer en Corse. On utilise aussi de l'ADN environnemental pour essayer d'avoir une idée à plus large échelle, notamment du golfe du Lion, la distribution de toutes ces espèces et des espèces qu'on ne voit pas. Ouais. Donc là, en gros, c'est de l'ADN environnemental, c'est qu'on va on va prélever de l'eau et dedans, en fait, il y a plein de, c'est un peu comme de la médecine légiste, hein, on récupère en fait des morceaux d'ADN de différentes espèces, alors de poissons, et aussi du coup d'espèces requins et raies. Ouais. Et ça nous permet de détecter des espèces relativement rares ouais. en faisant pas mal de prélèvements de manière relativement simple. C'est aléatoire ou vous ciblez certaines zones? Non, alors en fait, on s'aperçoit petit à petit que c'est assez compliqué parce que finalement, on pensait qu'on prenait des échantillons de manière assez large. Finalement, ouais. En fait, le point à laquel on va le faire, que ce soit en termes horizontal ou en termes vertical, ouais. On va avoir une zone de rayonnement qui va être relativement restreint. Ça veut dire que notre prélèvement va donner un instant T, ce qu'il y a eu assez récemment, donc il y a quelques heures. Et sur un espace qui est quand même de quelques dizaines voire centaines de mètres, mais pas beaucoup plus. D'accord. Donc c'est vraiment assez local. Donc il faut avoir un échantillon qui est assez large. Ouais. Pouvoir le répéter aussi bien sûr, mais en tout cas ça donne déjà des idées de hotspots en gros sur la Méditerranée. Okay. Donc là on a pas mal, on a un hotspot qui va être plutôt côté Corse. Ouais. Ça c'est souvent les îles notamment en Méditerranée sont un peu des hotspots de diversité et de quantité aussi d'élasmobranches. Ouais. Le côté un peu du côté de Banyuls, Perpignan, ouais. Par là-bas. Ouais. Et puis il y a quand même ici, on va avoir quand même pas loin de 7, hein, on a quand même un hotspot un peu qui ressort notamment de Ray. En pleine mer? Alors pas sur les côtes là, je parle surtout sur les côtes. Après en pleine mer c'est un peu plus compliqué parce que c'est les animaux qui sont de passage, donc on a du mal, mais on détecte hein, en pleine mer, on va détecter des mobulas, on va détecter bien sûr les requins peau bleue, mais on arrive à avoir des espèces profondes aussi, notamment du griset qu'on détecte, donc qui sont des gros animaux qui sont assez profonds. On détecte pas mal d'espèces quand même, mais du coup là quand on est en pleine mer, c'est un peu plus complexe parce que du coup il y a plus de brassage, il y a une grande profondeur, donc on ne sait pas trop si c'est des remontées d'ADN ou si c'est des. Il y a plus d'incertitudes. Donc, Et vous n'avez pas de souci de correspondance de l'ADN prélevé avec l'espèce? Si, alors il y a certaines, notamment pour certaines raies qui sont très proches au niveau phylogénique. En fait, on a du mal encore à vraiment différencier l'espèce. Donc il y a certes, pour certaines raies, c'est un peu compliqué et ça dépend des marqueurs. Donc on peut avoir des marqueurs spécifiques aux espèces et d'ailleurs ce qu'on fait, c'est que petit à petit on fait notre propre base de données. Donc on collecte quand on peut les échantillons et on fait comme ça une base qui nous permet d'associer justement nos échantillons avec. Ouais, je pense que l'ADNE c'est de plus en plus utilisé quand même dans voilà, c'est relativement, mais ça aussi c'est biais dans le sens où c'est pas magique parce que c'est un échantillon à un instant T. Ouais. Donc notamment sur les espèces qui bougent, c'est pas toujours, ça donne pas toujours quelque chose de complet. Donc c'est pour ça que nous, par exemple sur les raies, on va regarder aussi l'aspect dynamique avec leur déplacement. Donc en mettant des puces électroniques pour essayer de savoir si elles restent justement sur une zone particulière ou si elles vont avoir tendance à se déplacer sur des plus grandes distances. Ouais, exactement. Dernière question, dans le chat, quelqu'un qui demande quelles espèces de requins et de raies se reproduisent dans le golfe du Lion. Du coup on parlait du requin peau bleue, et en tout cas il mettent bas dans le golfe du Lion. Sur la reproduction, ça je sais pas exactement. Après, bien sûr, il va y avoir toutes les roussettes qu'on va retrouver, notamment sur les canyons. Elles vont pas mal pondre des petits œufs, des capsules. D'ailleurs, vous en retrouvez des fois sur les plages, des petites capsules de raies ou de requins. Donc ça, il y a pas mal d'espèces comme ça qui peuvent se reproduire en tout cas. Et après, finalement, on en sait encore très peu.
Alors par exemple, je parlais des anges de mer en Corse, on sait qu'ils se reproduisent, on a trouvé des petits. Pareil, en Espagne, là, où je travaille sur les raies guitares, là pareil, on a trouvé des nouveaux-nés où il y avait encore les marques du cordon ombilical. Donc c'est des espèces qui sont capables quand même de se reproduire localement. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'études encore globalement sur la zone. Ouais. Donc on a du mal encore à avoir ces informations. Finalement, sur tous les aspects de leur comportement, de leur écologie, il y a plein de lacunes encore. Même sur des espèces communes, quoi, parce que le pot bleu, c'est quand même une espèce assez commune. Alors le pot bleu, on commence à avoir plus d'informations maintenant, surtout sur leur déplacement et sur les zones, mais sur tout ce qui va être reproduction, des choses comme ça, c'est encore assez compliqué. Merci beaucoup, Joël, De rien. d'avoir participé à cette interview.